Donc nous démarrons dès maintenant le troisième volet de ce séminaire IHEST Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nous sommes très heureux de pouvoir mener ce séminaire, notamment en présence aujourd'hui de Sylvane Casademont qui a dirigé pendant plusieurs années l'IHEST et avec qui nous avons fait de très beaux projets que je salue. Voilà. Il y a également évidemment Olivier Dargrouche qui aujourd'hui nous fait l'honneur de sa présence comme chaque séance finalement. Je le remercie pour sa fidélité parce qu'il a été présent toute l'année dernière également avec nous à nos côtés et je sais ô combien le travail de coordination et de réflexion en relation avec les spécialistes qui deviennent des auditeurs pendant un temps, est important de mener en cohérence avec les sujets qui sont posés, les questions qui sont posées. D'ailleurs, je vais essayer de me remémorer un peu la question qui était posée pour les auditeurs de ton année. Ça pourrait être intéressant de voir comment ces questions ont été posées et résolues éventuellement par les auditeurs. Alors, cette séance est particulière par rapport aux étudiants en art et en management. Je trouve ça très important que vous la viviez parce que nous sommes en face de quelqu'un qui est allé au bout de sa conviction, qui est aussi très déterminé par rapport à sa trajectoire. Et je vous enverrai aussi vers certaines références qui peuvent justement lier création et créativité et comment l'art par rapport à l'entreprise peuvent avoir des connivences en termes de projet. Un projet, on mène un projet, on croit à son projet, on le développe et à un moment donné, son projet se matérialise. Alors pourquoi est-ce qu'il se matérialise ? Nous l'avons vu dans le cadre de certains séminaires, parce qu'on organise sa matérialisation, on va accompagner ce projet, on va aussi oser aller rencontrer les personnes qui peuvent soutenir ce projet. On ne va pas finalement baisser pavillon dès qu'on vous dit non, on va continuer, on va être très opiniâtre. Et à un moment donné, le projet artistique, compte tenu des convergences qui seront liées à ce projet et compte tenu également de toutes les opportunités qui se présenteront à vous, ce projet artistique pourra prendre corps. Il y a donc l'idée d'incarner son projet artistique, d'incarner son projet d'entreprise pour celles et ceux qui sont en management, d'incarner son projet culturel, en tout cas de faire vibrer quelque part les forces et les potentialités qui sont en chacun de vous. Et donc, c'est le meilleur endroit ici même pour en parler, puisque nous sommes dans un endroit de connaissance et qui nous amène à construire une structuration de nous-mêmes et nous amener à aller plus loin dans les perspectives, poser des questions avec un sens critique évidemment, remettre en question éventuellement les idées préconçues, mais surtout mettre en perspective ces questions vers ce qui peut nourrir le projet. Et donc aujourd'hui, nous rencontrons Sana Ronda, donc, qui est une auditrice de l'IHEST, que j'ai eu le plaisir de découvrir à travers ses initiatives multiples. Sa personnalité déjà, je pense qu'il y a l'idée voilà, on rencontre aussi une personne, on rencontre un projet, mais on rencontre surtout une personne. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que vous allez le voir aussi vous-même par rapport à vos projets, si on vous rencontre vraiment, c'est-à-dire donc vos partenaires, les personnes qui seront sensibles à votre projet, on rencontrera votre projet. Et donc là, aujourd'hui, on va rencontrer Sana Ronda qui va nous amener à son projet. Elle est actuellement présidente de Linguaphone. Elle mène ce projet depuis plusieurs années, donc elle nous en parlera. Mais aussi, on a eu une réflexion dans comment mettre en perspective cette intervention, comment, puisque les futures interventions seront peut-être un peu plus techniques. Donc là, on aura une occasion ici de travailler sur un parcours et également un état d'esprit. Et puis aussi un rapport à l'entreprise, une posture, un statement.
Et c'est ce statement donc, on va découvrir grâce à cette séance. Donc merci Sana d'avoir accepté de participer à ce séminaire. Merci aussi pour cette belle contribution parce que je sais que tu as réalisé tout spécialement pour les étudiants ce déroulé, ce PowerPoint pour peut-être faire un peu un bilan des différentes expériences que tu as vécues et qui t'ont amené à dégager et décliner un projet et qu'on va découvrir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Yann. Merci Olivier, parce que je crois que sans Olivier, sans sa persévérance, je ne serais pas là. Yann, quand il est venu, il m'a dit cycle HEST, quel impact a eu l'HEST sur ta conduite, ton business et tout. Conférence de 2 heures. Je dis, oh là là. Je dis, je ne pourrais pas tenir 2 heures sur un sujet. Et on a commencé à discuter. D'où en fait l'évolution qu'a pris un peu l'intervention, qui a été plutôt parler un peu de l'itinéraire et parler de l'entrepreneuriat. Parce que globalement, souvent, on a une vision d'entrepreneuriat qui peut être un peu idéalisée, en tout cas un peu fausse. Et l'idée était de vous raconter un peu ce qui m'a conduit à l'entrepreneuriat, quel est l'itinéraire d'un entrepreneur. Et ce n'est pas du tout de la théorie que je vais vous raconter, c'est à travers mon propre itinéraire, c'est à travers mes défis, que vous allez voir comment j'en suis arrivée là où je suis, humblement. En tout cas, voilà l'objectif. Donc, on va démarrer où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Ça serait pas mal. Je ne suis pas qui HEST. Il y a bien d'autres petites choses. Je vais démarrer par la fin. Je suis maman et épouse. Et donc, j'ai 2 garçons. Il y en a un qui est là dans la salle. Sinon, en fait, je suis dirigeante de Linguaphone. Linguaphone, qui est une entreprise de formation en linguistique. On s'occupe des adultes professionnels. J'ai beaucoup d'autres casquettes parce que je suis également membre du réseau Entreprendre. Je suis membre des anciens et donc j'ai fait les écoles type l'ESCP ou l'INSEAD. Je suis une ancienne d'entreprise telle que EY aujourd'hui, mais qui s'appelait à l'époque Ernst & Young, ou encore Bain & Company. Donc ce sont qui sont respectivement dans l'audit et dans le conseil pour les entreprises. J'ai été jusqu'à très récemment conseillère municipale, administratrice d'AFNOR, je ne sais pas si dans la qualité, je ne sais pas si vous connaissez, et de mon organisation professionnelle qui s'appelait à la FFP, bien aujourd'hui qui s'appelle également les acteurs de la compétence. Maintenant, ce que je vais vous raconter, c'est comment j'en suis arrivée là. Quand on regarde d'où je viens, je ne pense pas que même ma mère ou mon père auraient pensé que je serais là où je suis aujourd'hui. Hein. Ça, c'est mes racines. Est-ce que quelqu'un reconnaît d'où je peux venir? Enfin, pas ceux que j'ai vus avant, hein, mais les autres. Bon. Ça aurait pu. Quand on s'appelle Ronda, ça aurait pu être l'Espagne. Non, je suis née à Rabat. Tout le monde, voilà. Donc, je suis née à Rabat. Rabat qui est au... Merci. Donc, au sein d'une vieille famille lettrée. Donc, ce qui est déjà un très grand avantage dans un pays comme le Maroc, qui est un pays, comme on dit, en voie de développement. À l'époque, je crois qu'on l'appelait un pays du tiers-monde. Le vocabulaire a changé. Je suis benjamine de 4 enfants. Donc, je suis une fille, et on verra tout à l'heure, j'ai des frères. Et je suis du monde, je suis née d'un père fonctionnaire et d'une mère au foyer. Rabat est la ville des fonctionnaires. Donc, tout le monde était fonctionnaire. Mes parents, en tout cas mon père quand il était adulte, comme il venait d'une famille lettrée, qu'il était lettré, qu'à l'époque c'était le début de l'indépendance, tous ceux qui savaient lire et écrire, ils étaient appelés à enseigner. C'était l'effort qui était demandé parce qu'il n'avait pas suffisamment d'enseignants à l'époque. Ça, c'est juste pour vous montrer où est Rabat, au cas où. Hein. Donc, ça se situe plutôt au nord. Et Rabat est la ville administrative. C'est ce qui explique, c'est la capitale administrative, c'est ce qui explique un nombre de fonctionnaires important. Casablanca étant la capitale économique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille de 4 enfants? Plutôt très, très bonne scolarité. Ils étaient tous brillants. Donc, je dois reconnaître que mes parents étaient plutôt tranquilles de ce côté-là. Des prédispositions pour les sciences et particulièrement pour les mathématiques. Et quand on regarde ce que ma sœur et mes 2 frères sont devenus, très étonnamment, ils sont tous fonctionnaires. 2 qui sont profs en mathématiques et 1 qui travaille dans la collectivité publique, mais il est fonctionnaire également. Alors pourquoi moi? J'ai échappé un peu à ça si on doit échapper, parce que ce n'est pas un sort mauvais non plus. Hein.
Donc, ce qui s'est passé dans ma vie à moi, c'est que j'avais un très grand amour pour les lettres. J'adorais l'arabe littéral. J'écrivais des poèmes, j'adorais ça. J'étais très, très bonne en mathématiques aussi. Alors, à l'époque, et pour ceux qui ont mon âge ici, ils vont se dire, à l'époque, on était bon en mathématiques, mais on était en fait bon dans toutes les matières. Mais je faisais un peu partie de ce genre d'enfant, mais j'avais un amour pour les lettres, et j'ai toujours été orientée, malgré moi, dans les sciences. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les études, c'était pour réussir et pour se faire une vie. Et il était hors de question de faire quelque chose qui pouvait éventuellement ne pas aboutir à un travail. Tout à l'heure, dans le cadre restreint, j'étais plutôt douée pour la musique. Dès que ça commençait à être un peu sérieux, on m'a arrêté la musique pour que je travaille et que je retourne à l'école. Donc en fait, c'était l'école et l'école. Donc j'ai été orientée malgré moi et je vais me rebeller à l'année de ma terminale où je vais dire non, je veux faire lettres. Et là, je vais rencontrer quelqu'un, ça a été déterminant, parce que cette personne que j'ai rencontrée, alors il faut vous imaginer, je suis au Maroc, on est dans 1981-82, moi j'ai fait un baccalauréat marocain, donc je ne savais pas du tout ce qui se passait en France, ni dans les scolarités françaises. On était connectés quand même, on connaissait les facs, la fac de médecine, la fac de droit, mais tout ce milieu, grandes écoles et tout ça, a été vraiment méconnu, relativement méconnu. Mais je vais rencontrer quelqu'un, un ami de mon père, qui connaissait ce milieu et qui me dit « Mais t'es folle de ne pas faire mathématiques. Tu peux faire autre chose de ta vie que professeur de mathématiques, parce que pour moi, mathématiques, ça conduisait à professeur de mathématiques. Et ça, tu pourrais aller dans une école de commerce, par exemple. » Ah, école de commerce. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais il m'en a tellement dit du bien, et il parlait tellement bien, que c'était devenu mon projet. Et me voilà, bille en tête, école de commerce. Et je vais... Donc l'interroger là-dessus, je vais découvrir ce monde de l'école de commerce et surtout les mathématiques étaient clés. Donc il m'a dit sans mathématiques, tu ne peux pas rentrer. Le truc c'est qu'il fallait partir. Donc j'étais au Maroc, il n'y avait pas d'école de commerce, en tout cas de ce type-là au Maroc, donc il fallait partir. La seule chose qu'il ne m'avait pas dit, ce monsieur adorable, c'est qu'il valait mieux avoir un baccalauréat français. Moi j'avais un baccalauréat marocain, donc ça n'a pas été si simple que ça. Donc ma première grande initiative de vie, donc j'ai 17 ans, j'ai mon baccalauréat en poche, il faut partir. C'était pas très simple. D'abord, il fallait identifier les écoles. Je vous rappelle, pas d'internet à l'époque, pas de, comment on appelle ça, Parcoursup ou de je sais pas quoi. Il n'y avait aucune info centralisée. Quelque peu, même quand on allait à l'ambassade de France, ils savaient plus ou moins. Ils pouvaient nous parler des facs, mais pas vraiment du reste. Et donc il fallait trouver les prépas à qui il fallait écrire, il fallait envoyer de belles enveloppes. La poste marchait très bien. Donc, et puis à l'époque, déjà à l'époque, c'était quand même mercantile, il fallait joindre un mandat international, je ne me souviens plus de combien, pour qu'ils étudient le dossier. Donc c'était quand même un budget. Donc il fallait négocier avec le paternel pour qu'il me donne cet argent-là. Tout ça, ça a développé mes capacités de négociation, j'imagine, à cette époque-là. Donc j'ai envoyé 10 enveloppes, j'avais droit au budget pour 10 écoles, donc ça a été 10 prépas, 10 enveloppes dans la nature. Mais le plus difficile dans tout ça, c'était pas encore les enveloppes. Il y a eu des refus de partout parce que j'avais un bac marocain, mais finalement je vais avoir une école, on verra tout à l'heure, qui va m'accepter. Le plus difficile, c'était ma carte d'identité et mon passeport. J'avais 17 ans, j'étais mineure, et pour partir il faut un passeport. Le passeport se fait à 18 ans et ça a été Kafka. J'allais pour faire ma carte d'identité, vous êtes mineur, et j'allais pour faire mon passeport, il me disait qu'il fallait la carte d'identité. Vous vous rappelez que je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis née dans une famille où on fait tout pour vous. Donc ça, c'est super sympa, ça peut être génial, ça peut paraître génial, mais en fait, à l'usage, c'est une vraie caillou dans la chaussure. Parce que quand on fait tout pour vous, vous ne savez pas faire. Et là, ça a été le test du paternel. C'est que tu fais ton passeport, tu fais ta CIN, tu t'inscris, je te donne l'argent. Tu ne fais rien de tout ça, tant pis, tu ne pourras pas partir. Et ça a été le premier acid test qui a été fait, c'était ça. Et il fallait que je fasse mon passeport et ma carte d'identité. Je vous passe les détails, je vais réussir. L'histoire est assez rocambolesque, mais en tout cas, je vais réussir toute seule à m'inscrire, à faire ma CIN, à faire mon passeport. Mon père tourne sa promesse, il met l'argent sur la table. Donc je pars. Et j'arrive où? J'arrive à Tours d'abord, puis à l'ESCP. Alors ici, les défis que j'ai rencontrés étaient assez importants. Bon, d'abord, le logement. Je suis arrivée avec un mois de retard dans une prépa. Alors d'abord, grand merci au lycée de Tours qui m'a ouvert
l'infirmerie de l'école. J'ai dormi dans l'infirmerie de lycée Tours pendant 1 mois. C'était totalement traumatisant parce que c'était immense, il faisait froid, enfin j'en garde un très mauvais souvenir. Je me suis sentie très seule. Nous, on arrive d'une famille, on est très, très entourés. Mais en tout cas, s'ils ne m'avaient pas ouvert leur infirmerie, ce qui était complètement contraire à mon avis, aujourd'hui, ils ne feraient jamais ça. Hein. Mais c'était dingo, ils l'ont fait. Il fallait un peu s'intégrer quand même. Hein. J'étais très, très différente. Je parlais en français, tous les camarades me disaient comme les livres, donc ils se moquaient beaucoup de moi. Et je me souviens de toutes les listes, hein, des mots d'argot que j'ai appris par cœur pour pouvoir les mettre. Et je continue de faire des bêtises et de faire des erreurs, même maintenant, ou de ne pas en appréhender le sens véritable, parce que c'est des choses qui sont venues se plaquer à quelque chose que je n'ai pas appris jeune. Une fois que je vais avoir mon diplôme en poche, le marché du travail, la crise, alors c'était pas aussi facile que maintenant, parce qu'aujourd'hui, avec un diplôme français, on peut facilement travailler quand on est étranger. À l'époque, il fallait faire toute une enquête, montrer, donc j'ai mis pratiquement 2 ans à pouvoir obtenir mon permis de travail. Et ça, c'était la situation administrative, c'était la crise, donc c'était vraiment pas simple. Ici, je vais deux mentions très spéciales pour 2 personnes. C'est déjà des rencontres, mais la doyenne de la prépa de Tours, qui, parce que j'avais été refusée au départ, mais qui va voir ce dossier de cette Marocaine, elle tire l'enveloppe et elle dit « Marocaine, je la prends ». Elle avait eu 2 Marocains qui avaient intégré une très grande école, qui lui avaient laissé, certainement avec un bac français, mais qui lui a laissé une très grande impression, et donc elle décide de me prendre contre l'avis de tous. Et d'ailleurs, il y avait toujours des bagarres entre elle et le professeur de philosophie, qui lui dit « Mais c'est pas possible, elle n'a jamais fait de philo de sa vie, elle n'a jamais fait d'histoire-géographie à la française, elle ne pourra jamais réussir. » Bon, il n'avait pas tort, ça a été compliqué. Mais, M. Lacorre, ce professeur de philosophie, c'est grâce à lui que je vais trouver un logement. Et en fait, la difficulté ici du logement, c'est que quand j'y allais, mais tout se passait très bien, mais quand je montrais mon passeport vert, ça posait problème. Alors j'avais toujours mon fils est revenu, mon neveu, mon machin. Puis un jour, il me rencontre dans la cour, il me dit, m'appelez la touriste, parce que j'étais arrivée en retard. Il me dit, la touriste, on ne ferait pas ça aujourd'hui, hein. Mais il me dit, la touriste, où est-ce que vous en êtes de votre logement? Ben, je lui dis, quelqu'un est revenu, le fils. Et donc il me dit, vous êtes sûr? Je dis, oui, ils me l'ont dit. Et en fait, je venais quand même dans l'environnement, j'étais un peu princesse. Donc je ne pouvais pas imaginer que moi, princesse, ça puisse être autre chose que le fils est revenu, en fait. En tout cas, il va me donner un bout de papier et il me dit, vous allez là et vous verrez eux, personne n'en viendra et vous allez pouvoir trouver une chambre. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu trouver ma chambre universitaire. Donc c'était quand même une rencontre aussi intéressante. Alors grâce à vous, en tapant sur Internet, parce que je voulais chercher monsieur, je ne sais plus son nom, j'ai retrouvé, mais vraiment sur Internet, sur les copains d'avant, j'ai retrouvé la photo de promo de Tours, du prépa lycée Descartes. Je ne sais pas, je défie quiconque de me trouver là. Hein. Moi, je vais vous aider, hein, parce que même moi, j'ai mis un temps infini, je suis là. C'est très drôle. Donc, c'était très amusant, ça. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie, alors commençait déjà par des rencontres, mais moi, les rencontres ont vraiment marqué mon itinéraire. Donc ça a été quelque chose de très important. Et quelles sont mes autres rencontres clés? C'est que donc j'ai bon diplôme de l'ECP en poche, je n'arrive pas à avoir de permis de travail. Donc je suis dans une nasse absolue. J'ai passé 1 an, je crois 1 an et demi sans papier. C'est quand même intéressant d'être sans papier parce qu'on ne peut pas rentrer chez soi. Moi, ça ne me gênait pas, on ne m'arrêtait pas dans la rue, mais ne pas pouvoir rentrer à la maison et rentrer chez soi parce qu'on ne peut pas revenir, c'était compliqué. Et je rencontre une ancienne de l'ESCP ou un ancien, je ne me souviens plus là, et qui va me parler de l'audit et du commissariat en compte et du statut de stagiaire commissaire en compte. À l'époque, donc, je suis restée étudiante et j'ai travaillé pour une grande entreprise en tant qu'auditeur financier qui était EY. Et donc, ce statut-là, où j'étais étudiante, m'a permis en fait d'avoir une légalité en France et de trouver un travail. La deuxième rencontre la plus importante pour ma vie, c'est mon mari, qui a été un soutien indéfectible. On le verra tout à l'heure, tant au travail autant que personnel. Et je pense que sans lui, il y a énormément de choses que je n'aurais pas faites. La troisième, ça a été... Alors après, il y a eu plein de choses. Je vais travailler chez EY, je vais aller ensuite chez Toys R Us, donc les jouets. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Il n'y en a plus, je crois, en France maintenant. Si? Bon. Toys R Us, il y en a encore. Bon. Donc, et puis, à un moment donné, je ne vais plus être dans la finance parce que je trouvais que ce n'était pas ma tasse de thé et il fallait que je change de carrière.
et une rencontre encore de quelqu'un qui va me parler de l'INSEAD. Alors, l'INSEAD, c'est un des plus grands MBA de France, du monde, hein. C'est souvent cité comme le premier ou le deuxième. Mais les Français ne le connaissent pas très bien. C'est à Fontainebleau. Et donc, il va me parler de l'INSEAD. Je vais postuler, je vais faire l'INSEAD. Et l'INSEAD va me permettre de changer d'itinéraire et d'aller plutôt vers la stratégie d'entreprise. Et c'est encore une autre rencontre par laquelle je vais avoir l'offre d'affaires lingophone. Donc, c'est un ami qui va venir avec ce dossier-là et qui me dit, je n'ai ni le temps ni l'argent, est-ce que toi tu peux? Et donc, c'est comme ça que l'aventure entrepreneuriale va démarrer. Donc, les rencontres ont beaucoup rythmé ma vie. Alors, l'aventure lingophone, c'est quoi? Elle a démarré en 2006. Comme toute aventure entrepreneuriale, le début est toujours très difficile parce qu'on le passe à comprendre un marché, à chercher une stratégie, à faire des erreurs et à apprendre de ces erreurs. Puisque là, c'est bien de se tromper, il faut apprendre à ne pas recommencer, mais c'est un apprentissage important. Et c'est là où je démarre. Alors, ni moi, parce que mon mari va me rejoindre après, mais en fait, ni moi ni mon mari n'avons un profil d'entrepreneur. Nous étions dans des grands groupes, dans des grandes entreprises, avec des salaires très confortables, avec des carrières absolument tracées et très jolies. Et donc, il y avait rares sont les gens qui étaient un peu dans nos positions qui devenaient entrepreneurs. Et donc, en fait, à un moment donné, on saute le pas, mais il y a une réalité de l'entrepreneur qui est, c'est pas toujours glamour, mais c'est une très, très belle réalisation. Et c'est un peu quand on parlait avec les étudiantes tout à l'heure, on se réalise comme un artiste se réalise quand il fait son œuvre. Et je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, je prends quand même le temps pour faire la publicité de ma boîte, Lingophone. Quand on a démarré, c'est une entreprise plutôt traditionnelle, où c'était avec des formateurs que j'appelle sur pied, donc c'était des humains qui allaient former, qui en l'espace de 15 ans, elle a fait une transition totalement vers le digital, vers tout ce qui est distanciel. Et donc aujourd'hui, elle est EdTech, elle est déclarée incontournable par le magazine Décideur et elle s'adresse à toutes les cibles de clients, je dirais, que ce soit les professionnels, ça c'est son cœur de métier, mais il y a les professionnels en devenir, c'est vous. Vous allez devenir professionnel. Et il y a les professionnels en transition, ceux qui sont entre deux jobs. Donc voilà qui est Lingophone. Et en fait, quand je regarde mon parcours, c'est que je me dis, quand on veut entreprendre, quand on a un projet d'entrepreneuriat, tout un chacun pour réussir. Il n'y a pas de... Le Jeff Bezos, il a démarré lui-même avec un petit site internet, tout ce qu'il y a de plus simple. D'autres avaient démarré comme lui, mais lui, il s'est démarqué, il a su faire différemment. Et c'est au fur et à mesure qu'il a pris des voies qui ont fait de lui ce qu'on sait aujourd'hui. L'autre exemple assez fantastique, c'est celui de le gars de Virgin. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Charles... Comment? Branson, exactement, qui lui a démarré en vendant des disques par correspondance. Quand on regarde du disque par correspondance jusqu'à l'aviation et tout ça, c'est assez extraordinaire. Donc comme quoi, quand on veut entreprendre, on peut prendre une idée existante. L'essentiel, c'est de persévérer, c'est d'avoir son projet, de le formuler, de persévérer et de se relever, d'apprendre de ses erreurs. Il faut aussi, quand on traite avec des clients, c'est de porter l'attention aux besoins clients. C'est parce qu'on va humer le besoin client, c'est parce qu'on va l'identifier, qu'on va prendre le bon virage, et ça c'est très important. C'est la capacité à s'adapter. Le monde change, et change de plus en plus vite, et tout change autour de nous. Donc c'est important de prendre les bons virages. Savoir s'entourer, ça c'est un élément très très important. Et savoir s'entourer, c'est à la fois d'avoir des bonnes équipes à l'intérieur qui vont vous accompagner et qui vont vous aider à prendre des virages parce que vous n'êtes pas seul dans l'aventure. Hein. Vous ne valez rien. C'est ensemble qu'on avance. Mais c'est aussi les conseils que vous pouvez avoir. C'est aussi peut-être vos avocats. C'est aussi peut-être votre comptable. Tout ça, c'est très important pour réussir. Et puis, je redis mon mari parce qu'il m'a rejoint en 2007. Et en fait, quand il m'a rejoint, on est rentré dans un cycle d'acquisition d'entreprise qui nous a permis en fait une croissance plus rapide. Donc voilà. Donc encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un génie pour réussir ou pour entreprendre, ni de grandes ressources d'ailleurs. Hein.
Il faut savoir être à l'écoute et il faut persévérer. Alors, pourquoi est-ce que je pense aussi que je reprends ça, entreprendre? Alors, certes, c'est à la portée de tous, mais il faut travailler dur. C'est-à-dire, il ne faut pas croire qu'on peut réussir sans travail. Donc, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vous donner l'impression... Moi, je me souviens quand j'étais en terminale, vous aviez des gens qui ne faisaient rien. Et puis après, ils avaient d'excellentes notes. Mais en fait, ils travaillaient toute la nuit. Tout était fait pour montrer que tout allait bien, etc. Mais il n'y a pas de réussite sans travail. Donc, le travail est dur. C'est, que ce soit les arts, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit pour ses études, c'est ce qui permet de réussir. Donc, être génial, ça ne marche pas. Moi, j'étais géniale quand j'étais petite, parce que vraiment, je n'ai jamais ouvert un livre. Mais quand j'étais en prépa, je n'étais pas géniale du tout. Il fallait apprendre à travailler. Alors, il vaut mieux apprendre à travailler quand on est petit que quand on est grand, parce que là, c'est très difficile. Il faut être très curieux, parce que sans curiosité, il n'y a pas d'apprentissage constant. Et c'est parce qu'on apprend constamment qu'on évolue et qu'on s'adapte et qu'on s'enrichit. Et puis enfin, il faut être réceptif aux opportunités. Il y a des opportunités tous les jours. Et les rencontres forment les opportunités. On reviendra à ça tout à l'heure. Il faut rester ouvert, il faut ouvrir les chakras, il faut rencontrer, parler de son projet, écouter ce que les gens ont à dire, parler aux gens à qui vous avez confiance, et bien sûr les écouter. Ça ne veut pas dire faire ce qu'ils vous disent de faire, mais en tout cas en tenir compte et vous enrichir quand vous prendrez votre décision. Et c'est tout ça, en fait, qui fait une réussite. Alors maintenant, on va un peu switcher sur l'IHEST. Qu'est-ce qu'elle a pu m'apporter? Parce que l'IHEST, finalement, au début, j'ai dit, mais non, j'étais déjà bien scientifique, je prenais mes décisions comme il fallait, tout était bien. Mais l'IHEST, le cycle est arrivé à un moment, je crois, assez crucial. C'était en 2019. C'était juste avant le Covid. Et le Covid, pour ceux qui l'ont vécu, je ne sais pas si vous l'avez, oui, quand même, ça a été l'accélération de beaucoup de choses. Et c'est là où l'IHEST a été très aidant. Tout le monde sait ce que c'est l'IHEST, donc je peux passer, puisque c'est ainsi que je suis à la 3e truc, donc je n'ai pas besoin d'eux. Je continue. Quand j'ai fait l'IHEST, les thèmes, c'était la transition numérique, écologique et... Ah voilà, je l'avais, oh là, je suis parfaite. C'est déjà pas mal. Et en fait, j'avais fait l'IHEST, pas parce que ça allait m'apprendre à décider par les sciences. Moi, ce qui m'intéressait énormément, c'était de rencontrer des gens différents de moi. Moi, j'ai travaillé que dans des trucs de business. J'ai travaillé qu'avec des gens plutôt issus des grandes écoles, travaillant dans des entreprises privées. Et quand j'avais regardé l'IHEST, c'est à 90% des fonctionnaires. Et moi, je ne connaissais pas les fonctionnaires. Et j'étais très intéressée de voir comment ces personnes-là, qui sont quelquefois mal payées, qui sont mal gérées, qui sont mal managées, comment est-ce qu'ils trouvent leur motivation et comment quelqu'un qui a fait Blix se retrouve fonctionnaire quelque part. Enfin, tout ça, ça m'intéresse. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'IHEST, pardon, mais c'était ça la raison. Mais, grâce à tous ces gens, et j'étais dans une promo où il y avait beaucoup de chercheurs. Donc, il y avait des chercheurs de l'IRSN, non pas de l'IRSN, mais il y avait vraiment tous les instituts de recherche. Et en fait, c'était des tronches, mais vraiment des gens incroyables, donc qui passaient leur temps dans le futur. Tiens, tu m'as parlé du futur. Passaient leur temps dans le futur. Et donc, moi qui voyais le numérique comme quelque chose, ma foi, ça se passait bien, parce qu'on évoluait en entreprise, mais je n'avais pas du tout perçu l'accélération et les impacts en profondeur. Mais eux, en parlant, en s'exprimant, eh bien, ils mettaient l'accent là-dessus. Ils mettaient l'accent à la fois sur la rapidité du changement, et ils mettaient l'accent aussi sur la profondeur du changement, et surtout sur à la fois les opportunités que ça allait pouvoir apporter, mais surtout les nouvelles compétences à développer, ou en tout cas que les salariés doivent acquérir pour pouvoir suivre. Donc ça a été quelque chose de très important que j'ai acquis grâce à ma participation à l'IHEST. Et ce que j'ai fait chez Lingoff en rentrant, c'est qu'on a beaucoup formé les équipes et on a poursuivi la digitalisation, on a appuyé sur l'accélérateur. On a été une entreprise quand le Covid est arrivé, un lundi soir, quand on a fermé, le lendemain, tout le monde était ouvert et tous les services étaient ouverts, tout le monde. Et ça, probablement sur l'IHEST, on ne serait pas arrivé parce que je me suis dit qu'il fallait quand même mettre le point sur l'accélérateur. Alors, on a toujours fait ça en pensant qu'aussi à nos clients,
parce que le numérique apporte énormément des choses dans mon métier à nos clients. Donc, les accès à distance, la flexibilité, la personnalisation, c'est-à-dire qu'on peut, grâce au numérique, apporter à chacun ce dont il a besoin et non pas faire entrer tout le monde sur un même parcours de façon indifférenciée. Et bien entendu, tout ce que vous connaissez, qui est l'interactivité ou la communauté en ligne. La transition écologique. Ça aussi, c'est quelque chose, bof, j'étais sensible, mais pas trop. J'avoue, on ne nous bassinait pas tellement avec à l'époque. Non, c'était nouveau. Vraiment, c'était assez nouveau. C'était nouveau. Mais donc, alors on nous a beaucoup bassiné avec l'écologie à l'IHEST. Donc on en a un peu mangé, mais c'était super intéressant parce que c'était quand même un peu 360. C'est-à-dire on entend toujours parler CO2, 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 mais on a entendu parler plastique. On n'a pas entendu parler démographie, mais on a entendu plastique, on a entendu les sols. On a entendu parler de l'agriculture, de la pollution, des particules fines. Donc, c'est-à-dire, à l'IHEST, il y a eu beaucoup plus cette distinction entre l'action long terme qui est le CO2, parce qu'on sait que le CO2 qui est aujourd'hui dans l'atmosphère, il a commencé il y a 100 ans. Donc, même si on réduit, c'est dans 100 ans. Mais il y a des choses court terme qu'il faut faire, qui sont beaucoup plus du domaine de la pollution, du plastique, des sols, qu'on pourrait faire. Donc, ça a été... Mais en tout cas, j'ai été quand même sensibilisée. Alors pour toi, première chose qu'on a faite, c'est qu'on a adhéré au Global Compact. N'est-ce pas magnifique? On a quand même travaillé pour diminuer notre empreinte sur toutes les consommations. Alors nous, on est un centre de formation, on est une PME, on a une empreinte quand même relativement petite. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a des LED partout. On vient juste de finir la pause, on a changé toutes les fenêtres pour qu'on puisse avoir moins de passoire thermique, parce que c'était une passoire thermique avant. Et puis là, on va démarrer notre label ISO 26000. Donc, on a engagé toute une démarche et on le fait aussi parce qu'il y a un intérêt des collaborateurs pour ça, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est pas la chef d'entreprise, hein. Ce sont les collaborateurs qui s'inscrivent, c'est lui qui appuie sur le bouton quand il sort pour éteindre ou pour éteindre son chauffage et tout ça. Donc c'est chacun individuellement. Donc nous, on peut emmener, on peut proposer, mais c'est collectivement en fait qu'ils le font. Mais l'IHEST, je ne savais pas que ISO 26000 existait avant l'IHEST. Hein. Donc ça, c'était à l'apport direct de l'IHEST. Tu te souviens de juste 2 degrés? Tu sais qu'on les a sponsorisés grâce à l'IHEST. Donc, tu vois, ça a été aussi une rencontre à l'IHEST. C'est des jeunes formidables qui ont pris un bateau et qui sont allés d'ici jusqu'à l'Antarctique. Et ils ont mesuré la pollution de l'eau tout le temps dans toutes les mers, et notamment la teneur en plastique, etc. Et c'était vraiment une bande de jeunes topissimes. Et on les avait sponsorisés. Alors, l'autre chose, moi, je trouve très intéressante, comme quoi, quand on réfléchit, on trouve beaucoup d'intérêt à l'IHEST, c'est que d'abord, l'IHEST, il faut faire un mémoire. Et la façon avec laquelle ils choisissent les gens sur quelle thématique ils vont faire le mémoire, c'est ils prennent les gens les plus éloignés d'un sujet donné et ils te disent, bah, tu traites du sujet. Et j'avais hérité de la 5G, pour laquelle je ne connaissais rien. Je n'ai aucun background scientifique. D'ailleurs, personne du groupe ne connaissait ce bazar, mais franchement. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est mis à bosser, hein, il faut travailler, on s'est mis à lire, on s'est mis à interviewer un tas de gens, mais très techos, des pontes. Au début, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Donc, on a appris à leur parler. Non, mais c'est vrai, ça a été vraiment, ça a été très amusant au départ. Donc, on a appris un langage scientifique, on a appris à dialoguer avec eux, à comprendre ce qu'ils nous disent. On a quand même fait un joli rapport, assez disruptif d'ailleurs. Hein. On était très fiers de ce qu'on a fait. En tout cas, qu'est-ce que j'ai appris de ça? C'est que d'abord, d'oser la technologie. Avant, je ne serais pas allée. Il y a 2 jours, j'ai installé toute seule, comme une grande, le copilote de Microsoft. Je n'aurais jamais essayé avant, peut-être. Là, je me suis dit, il n'y a aucune raison, je vais lire la documentation et je vais y aller pas à pas. Et j'ai réussi. Donc, normalement, il n'arrive qu'au 1er décembre pour nos autres Européens. Et autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire des partenariats avec des partenaires technologiques, chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc avant, j'achetais de la technologie, et éventuellement je l'implémentais plus ou moins bien. Mais là, on s'est dit, c'est un peu idiot, il faut faire des partenariats, parce qu'ils se nourrissent d'eux et on se nourrit d'eux, et on peut ensemble
construire quelque chose. Là, on est en train de travailler, par exemple, avec une entreprise pour développer, grâce à de l'IA et des avatars, des interfaces de pratique importantes pour les personnes. Vous pouvez venir, vous pouvez dialoguer avec un avatar et autant de fois que vous le voulez. Et ça vous permet d'avoir quand même une expérience quasi réelle. Donc, l'interdisciplinarité, ben ça c'est très simple, hein, c'est que le monde est de plus en plus compliqué et les problèmes aussi. Globalement, l'IHEST insiste énormément là-dessus. Il faut être différents, plusieurs, mais toujours travaillant tous ensemble pour résoudre en tout cas un même problème. Et globalement, c'est la diversité des perspectives, c'est la coopération de différentes personnes où chacun apporte sa façon de faire, c'est-à-dire que personne ne se renie, mais qui vont partager l'information et leur trouvaille ensemble pour résoudre le problème. Alors, je pense que ça, plus le Covid, parce qu'il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées en même temps, mais le groupe de travail est devenu la règle chez Lingophone. C'est-à-dire, quand on veut résoudre un problème, on va prendre des gens différents de toutes les disciplines pour y réfléchir et pour sortir la solution. Et puis, comme par hasard, l'adoption, c'est-à-dire ce qui sort est adopté, est accepté par les collaborateurs beaucoup plus facilement que si c'est quelqu'un tout seul qui le fait. Ah, j'arrive au leadership. Ça, je ne pensais pas pouvoir le dire parce que je me sentais assez leader, je dirais avant, mais... en fait, on s'est remis quand même en mode projet et ça a été un joli rappel. Un joli rappel de ce que c'est qu'un projet, des outils, des réunions qu'on fait, alors qu'on fait plus ou moins dans une entreprise, mais peut-être pas de façon aussi rigoureuse. Donc ce rappel-là a été bénéfique. Travailler avec des gens différents a été très bénéfique et a rappelé l'importance de la variété et de la variété des points de vue et de l'importance d'écouter et de s'ouvrir, ce qui est toujours un exercice très difficile pour moi. Donc ça a été une violence pour moi quelquefois à l'IHEST de devoir écouter alors que je pensais avoir la solution et finalement voir que la solution qu'on pensait être vraie, finalement on l'a altérée pour tenir compte des idées de quelqu'un d'autre et qu'on a trouvé quelque chose de meilleur, ça nous remet à notre place. Beaucoup d'humilité. Donc ça c'était très bien. Et puis finalement, ce que je pense, c'est que l'UHST, ce n'est pas vraiment une formation, c'est un peu une transformation. Alors on dit ça pour toutes les formations. Vous, ce que vous faites ici, vous vous formez, mais en fait, vous vous transformez. Et une formation, quand elle est réussie, elle transforme celui qui la termine, en tout cas. Tout ça ont été des rappels très utiles, en tout cas pour Lingophone, surtout dans la période très difficile qu'on a vécue juste après, qui était le Covid. Le Covid, ça a été des changements majeurs, à la fois chez nos clients, chez nos collaborateurs. On a dû mettre en place le télétravail, il a fallu beaucoup digitaliser. Il y a plein de difficultés organisationnelles nouvelles auxquelles nous avons dû faire face. Et je pense que tout ça m'a aidé un peu à sortir, en tout cas beaucoup plus renforcé de cette crise. J'arrive à la fin et je voudrais conclure par la science. Parce que l'IHEST, c'est les sciences. Alors pourquoi est-ce que décider par les sciences, c'est important? Et c'est important pas seulement pour le travail, c'est important pour sa vie aussi. Hein. C'est-à-dire quand on a une décision, il faut toujours poser le problème, poser le vrai problème, et non pas les symptômes du problème. Parce que la décision par la science, c'est déjà ce qu'on appelle la root cause, c'est d'aller au fond pour poser le problème. Et il faut essayer de prendre toujours l'analyse des avantages et des inconvénients pour prendre avoir une base solide et une base objective pour prendre la décision la plus éclairée possible. Chaque décision est un renoncement, mais il faut maximiser la décision pour que le renoncement soit le plus petit possible. Les sciences nous permettent d'anticiper, parce qu'on est obligé d'ouvrir et d'être 360. Et donc de voir ce qui arrive et surtout de voir comment les décisions vont impacter l'environnement ou impacter le travail ou impacter les nôtres quand il s'agit de notre vie privée. Et quand on agit par les sciences, c'est qu'on est dans le long terme. Les sciences, c'est pas comme la politique, pardon de dire ça, mais c'est le long terme. Donc on est en train de réfléchir sur des choses qui sont durables. On prend une responsabilité. Je trouve qu'il y a même de l'éthique dans les sciences. Et il y a de l'éthique parce qu'on est raisonnable. Il y a de la raison. Donc voilà pourquoi je trouve qu'il y a de l'éthique.
Donc ça, c'était ma première conclusion. Et ma dernière conclusion, c'est que je voudrais conclure par l'humain. Et je pense que c'est bien l'humain qui est le plus important. Et en fait, et ce sont les rencontres. Et j'aime bien cette image que je dis que les rencontres, c'est un peu comme les rivières qui se rencontrent, les points de bifurcation qui fait un fleuve, puis que ça devient un delta. En tout cas, on peut changer de direction. Il y a la vitesse qui peut augmenter, on s'enrichit. Et en fait, pourquoi les rencontres ont de la valeur? Eh bien, parce que c'est un potentiel essentiel pour découvrir des opportunités. Combien de fois vous rencontrez quelqu'un et puis il vous raconte un truc, lui, il ne sait même pas qu'il a un impact sur vous, il a fait résonner quelque chose qui vous a fait réfléchir ou entrevoir une petite lumière. Donc ça permet d'élargir les horizons. On découvre des nouvelles cultures, des nouvelles perspectives. On peut avoir ce que j'ai décrit à l'instant, ces fameuses opportunités inattendues. Moi, ma rencontre, j'allais faire linguophone. Moi, je n'aurais pas fait de rencontre, je n'aurais pas eu d'affaires linguophone. Donc voilà. On s'enrichit à écouter les autres et on rentre dans un apprentissage permanent. Moi aussi, j'ai rencontré des gens qui sont devenus des mentors. Tous les gens qui m'ont aidé sur le SCP ou sur les 7, ça a été des mentors, donc ils m'ont accompagné. Il y a aussi les défis qu'on rencontre, même les rencontres difficiles qu'on peut faire, même quand ça se passe mal. Ben c'est des apprentissages parce que, eh bien, on s'en sort si on est encore vivant et ce qui ne nous tue pas nous renforce en réalité. Donc tout ça, ça nous permet de grandir et de croître. Il y a aussi souvent dans la vie, on a ce qu'on appelle la synchronicité, c'est-à-dire les choses arrivent en même temps. Et puis, on rencontre quelqu'un à un moment où on pense, on réfléchit à un truc, puis pof, ça se met en place. Si on ne rencontre pas, ça ne se met pas en place. Donc, les rencontres physiques, elles servent à ça. Et bien entendu, le réseautage, mais qui permet tout ça. Je vous invite en fait à vous rencontrer, à faire des rencontres physiques. Ça, par Facebook, par LinkedIn, par un tas de machins, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de rencontrer les gens, de créer le lien. Donc, faites des choses à distance, mais n'oubliez pas de faire comme ce que vous faites là, et de vous rencontrer physiquement et d'élargir toutes les rencontres que vous pouvez faire. Voilà. Merci. Alors, chère Sana, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'aimerais mettre en perspective justement ton monde et le monde dans lequel tu te situes aujourd'hui. Alors, en effet, l'IHEST pour les étudiants, c'est la Sorbonne, quelque part. C'est-à-dire que l'IHEST, c'est un peu ce que vous avez vécu, c'est ce que vivent les étudiants aujourd'hui, à travers les différents cours qu'ils croisent, à travers les différentes expériences qu'ils ont. Et donc, en fait, cette relation à la vie et à l'activité, elle est leur quotidien aujourd'hui. Donc ça, c'est très important parce que finalement, il y a une mise en perspective entre ce que tu as vécu et ce qui a pu te faire te transformer et la transformation, en effet, qu'ils sont en train de vivre actuellement et qui, pour les étudiants qui sont ici, qui sont plutôt en Master 2, va aboutir à la mise en place d'un projet à l'issue de ce Master 2, à la mise en place d'une problématique qui finalement trouvera des réponses ou pas, parce que finalement, ici, on n'œuvre pas forcément pour trouver des réponses, on pose beaucoup de questions. Et ces questions, on les pose pour justement mettre en perspective ce qui nous traverse et ce qui va finalement faire sens par rapport à une trajectoire. Et la trajectoire de celles et ceux qui sont ici, c'est plutôt une trajectoire qui est liée à l'art ou liée à l'innovation, liée éventuellement aussi au management pour les étudiants de l'IMAIC. Mais en tout cas, l'art les traverse. Et l'innovation, le projet, c'est la perspective de ce qui va finalement les faire vibrer par rapport à leur projet. Et donc, par rapport à ce que vous avez entendu, ce que je dis, je répète surtout parce que c'est très important, parce qu'on parle rarement de la trajectoire d'entreprise en séminaire d'art et de relations art et entreprise, c'est que finalement, on peut aussi rapporter le projet artistique à ce que est pour Sana le projet d'entreprise. C'est-à-dire si vous remplacez le projet
d'entreprise et le projet artistique, finalement, c'est pareil. C'est pareil, et c'est pas pareil évidemment, puisque il y a le sensible dans le projet artistique, il y a le sensible dans le projet en entreprise aussi, évidemment, mais je dirais c'est une forme de sensibilité différente qui est de l'ordre. On parle dans l'entreprise de créativité, on parle dans l'art de création, si je veux être plus clair par rapport à la nuance que ça représente. La créativité pour l'entreprise, c'est la possibilité d'avoir un cahier des charges et se dire, voilà, à l'instant T, j'ai ce problème-là, à l'instant T1, je vais certainement poser certaines formes de résolution, et à l'instant T2, je vais le résoudre, quoi. Dans la création, en fait, il y a l'incertain. Et c'est l'incertain qui permet à l'acte créateur d'aboutir à quelque chose qui n'était pas forcément voulu, souhaité. Pratiquement, l'accident devient presque pas une norme, mais une organisation de fonctionnement, je dirais. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'en entreprise, vous n'avez pas ça. Hein. Je ne veux pas dire le contraire, mais ça veut dire quand même que ce qui intéresse aujourd'hui les artistes, du point de vue de l'entreprise, c'est comment ils vont s'organiser pour pouvoir résister à ce qui fera tout pour qu'ils ne soient pas artistes. C'est-à-dire tout ce qui va les amener à vous dire « mais l'art, ce que disent certains parents aussi, hein, parce qu'ils ont envie que leurs enfants s'en sortent, évidemment, différemment, et que la société, si elle vous amène à réfléchir du point de vue de l'art, si tu n'es pas dans une forme de conditionnement qui t'amène à avoir un chiffre d'affaires à la fin du mois en tant qu'artiste, ça sert à quoi d'être artiste? Il va falloir avoir donc un autre métier parallèlement, mais ce métier, est-ce qu'il va être en relation avec cette forme d'art, ou est-ce qu'il va être complètement en décalage parce que cette forme d'art serait atteinte par une rationalisation éventuelle qui mènerait à un budget et à à un pécule qui nuirait à la pureté quelque part de l'acte artistique. Donc il y a quelque chose d'antinomique, si tu veux, qui se joue dans cette relation entre art et entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, les artistes essayent de comprendre comment ça fonctionne. Et donc c'est pour cela que ces conférences ont un grand intérêt aujourd'hui pour eux, alors qu'elles n'en avaient pas auparavant, parce qu'on pouvait considérer il y a 20 ans que c'était vraiment très difficile de faire ce genre de conférences dans des cycles d'art. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la question du capital. Et que le capital était capitaliste, et donc que le capitalisme, c'était le contraire de l'art. Et qu'aujourd'hui, justement, c'était contraire de l'art parce que c'était d'une certaine manière la négation de la liberté, de la rébellion, du côté rebelle finalement que représente l'artiste par rapport à la société. Or aujourd'hui, on se rend compte que, surtout parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui épousent la forme de l'entreprise et notamment donc la retourne. Donc, on a parlé de mimétisme, on a parlé l'an dernier dans le même séminaire, on est allé vers toutes sortes de relations où la science peut avoir une incidence justement sur les formes. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, la mutation est très intéressante à envisager du point de vue de l'organisation. Comment est-ce qu'on va s'organiser quand on fait une œuvre ? Alors, on va s'organiser parce qu'on va créer une équipe qui va regarder par exemple comment travaille JR, hein, l'artiste JR. Lui, il va avoir une idée, ou comment se travaillent d'autres artistes qui ont des studios, ce qu'ils appellent les studios. Donc les studios sont des entreprises finalement. Olafur Eliasson travaille comme ça, beaucoup d'artistes travaillent comme ça. Donc ces artistes vont mettre en place une structuration d'entreprise. Ils vont travailler par silos et ils vont avoir des projets différents qu'ils vont mettre en perspective. Et ces projets vont avoir des budgets, des partenaires, un instant T moins 10, moins 5, moins 4, moins 3, et vont arriver à un moment de réalisation. Et tout ça va construire une œuvre. Et on voit bien que finalement, les artistes ont observé tout simplement comment fonctionnaient les entreprises pour réaliser des formes. Et ces formes ne vont pas forcément correspondre à une norme qui est attendue. Donc c'est là où ça rejoint aussi ton projet.
Alors, par rapport à tout ça, donc là, voilà, cette mise en perspective, ça permet aussi de réfléchir à la façon dont on veut créer, dont on veut s'organiser. Chacun a son mode de création, a un mode de création différent. Pour certains, c'est complètement impossible de s'organiser de cette manière-là. Mais le pari que nous essayons de mettre en place dans ce rapport entre art et management, entre création et créativité, c'est que finalement, même si on est réfractaire à ce type de fonctionnement quand on est artiste, ou même si on est réfractaire au type de fonctionnement artiste quand on est entrepreneur, eh bien, le fait de faire se rencontrer les deux mondes, ça permet d'attirer certaines forces pour soi qui peuvent transcender des compétences et des capacités. Et donc, ces capacités-là, ensuite, les individus qui sont ici vont en faire ce qu'ils veulent. Ils vont les transcender de telle manière ou de telle autre, mais auront eu la possibilité d'aller approfondir tel ou tel domaine qu'ils n'auraient pas eu la possibilité d'approfondir auparavant. Et je reviens sur finalement la réalité de la fiscalité aujourd'hui de l'artiste. Vous le voyez pour celles et ceux qui sont déjà au contact de l'URSSAF. Il y a cette nécessité de déclarer évidemment des postes, des dépenses, des gains. Et tout ça, ça correspond évidemment à un acte citoyen qui est celui de déclarer ses impôts, de la même manière que tout chef d'entreprise déclare ses impôts. Et ce qui vous rejoint aujourd'hui entre chef d'entreprise et artiste, c'est que finalement, on est dans le même bateau sur la déclaration. Puisque artiste, c'est société. Société est votre nom. Donc il y a marqué société, votre nom d'artiste et artiste. Et donc vous avez la même déclaration d'impôt à la fin. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce qu'il y a plein de points de convergence et des éléments qui font que la liberté se joue aussi par le fait de connaître tout ça. C'est en connaissance de cause, on peut ensuite se dire, voilà, je suis réfractaire à ce mode d'organisation, mais je sais que ça existe et donc je vais m'appuyer éventuellement sur des personnes qui peuvent maîtriser la façon dont ça fonctionne et donc je vais moi-même pouvoir développer telle ou telle œuvre parce que même si je m'extrais de ce mode de fonctionnement, eh bien peut-être que ces personnes-là qui ont le savoir-faire de ça vont pouvoir m'aider à aboutir à mon objectif artistique. Voilà, donc on est loin aujourd'hui des artistes qui restent dans leur atelier isolés du monde et que certains critiques d'art vont découvrir parce qu'ils auront fait l'effort d'aller vers leur atelier ou qu'ils auront acheté une ou deux œuvres, comme c'est arrivé pour Van Gogh. Voilà, donc on est dans quelque chose d'autre, dans un mode de fonctionnement complètement différent. Alors, voilà, donc ça c'était la première problématique. Tu as quelque chose peut-être éventuellement à... Hop. Ça marche. Qu'est-ce que ça me fait, à quoi ça me fait penser tout ce que tu viens de dire? D'abord, il faut savoir aussi qu'un entrepreneur, quelquefois, il n'arrive pas à se payer et qu'il peut manger de la vache maigre pendant des années. Alors, soit il a fait des économies avant, mais globalement, un entrepreneur, c'est un peu comme un artiste. Les premières années sont difficiles, mais c'est parce qu'il a persévéré et parce qu'il a été... il a bien économisé en tout cas, qu'il a pu réussir. Donc ça, c'est un point qui existe entre l'entrepreneur et l'artiste. La deuxième chose, c'est que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va aller chercher des financements. Donc il y a la banque, il y a les subventions, il y a un tas de choses. Je pense, comme l'artiste, il doit y avoir des choses. Je ne connais pas très bien en fait tout ce qui existe pour les artistes, mais j'imagine bien qu'il doit exister des choses en France pour les artistes. Donc je vous invite à aller regarder. Je peux d'ores et déjà vous dire que quand même il y a des dispositions fiscales intéressantes pour les artistes, pour les œuvres d'art, notamment qui font que les entreprises peuvent acheter les œuvres d'art et les amortir. Donc, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, ils ont récupéré l'argent de l'œuvre. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a aussi des systèmes de crédit bail qui encouragent les entreprises à acheter les œuvres d'art. Le problème, beaucoup d'entreprises ne le savent pas. Donc, c'est un petit peu dommage. Il y a aussi tout ce qui est fondation d'entreprise. Et l'entreprise peut consacrer jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires à l'achat de l'art. Donc, tout ça, c'est des poches fiscales, comme on dit, pour aider les artistes. Encore une fois, il vous revient de faire savoir, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui ne savent pas et c'est bien dommage. La différence est encore de moins en moins, parce que Vinci déjà est joué collectif, c'est que l'entreprise joue collectif. Il n'y a pas de succès de l'entreprise avec une seule personne. Donc toi, tu as parlé tout à l'heure de ces studios qui se créent.
Druon qui a écrit ses livres, mais en collectif, on a un tas même d'écrivains qui font ça, et d'artistes. Et je pense que les artistes, ils gagneraient aussi à jouer plus collectif. Et on voit beaucoup d'organisations, des ateliers d'artistes ensemble, parce que ça nous permet de communiquer ensemble, d'attirer des gens ensemble, de s'enrichir ensemble. Donc on voit qu'il y a des choses maintenant qui se rapprochent de ce côté-là. Côté création, créativité, l'entreprise a de la création. Apple a eu besoin de création. Il y a beaucoup de produits qui ont été de véritables créations et révolutions. Donc les entreprises sont capables de créer. La différence, par contre, c'est qu'une entreprise, elle crée en fonction du besoin qu'elle ressent chez les clients. Il n'y a qu'une seule entreprise au monde que je connais qui crée en fonction de ce qu'elle a dans la tête, qui est Bang & Olufsen. Et qui se dit, elle, moi, j'imagine ça comme ça, je vais forcer mon truc sur les clients. Ça marche quelquefois ça ne marche pas, mais en général, une entreprise va aller écouter le besoin client, elle va produire. Un artiste, lui, il s'exprime. Et le public, il va parmi les milliards de personnes dans le monde, mais il y a des personnes qui vont se reconnaître dans son œuvre. Donc ça, c'est très différent. Un galeriste, lui, tout à l'heure, tu me le faisais remarquer, qui quelque part agrège des artistes, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il a des clients dont il connaît le goût et l'envie ou le besoin, et il va aller chercher les artistes qui leur correspondent. Donc il y a quand même des similitudes, même dans la création. Et enfin, l'autre chose qui est très importante, c'est que ce soit l'entreprise ou l'artiste, in fine, c'est quoi the reward, la gratification? C'est la réalisation. C'est qu'on réalise quelque chose. L'artiste va réaliser son œuvre, et ben nous, on réalise le projet, on termine le projet, on réalise le produit, on satisfait des clients. Donc on a des réalisations et des gratifications qui sont différentes. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Et quand on regarde les leviers pour y arriver, ils sont très similaires aussi. C'est la persévérance, c'est creuser son sillon, c'est formuler son projet, et c'est de tomber, de se relever, de recommencer, de continuer. C'est de rencontrer. Tout ça, c'est des leviers qui sont très partagés en fait. Alors, pour continuer dans cette réflexion, je reviens sur la façon dont tu as construit ton argumentaire, et finalement, donc moi je retiens plusieurs choses, notamment quand on parlait tout à l'heure de une forme de construction, poser des problèmes. Donc ça, c'était aussi, c'est très important parce que finalement, dans le cadre des masters qui sont ici, la problématique, on appelle ça la problématique en méthodologie universitaire, c'est quelque chose qui est vraiment la ligne de construction d'un projet. Donc on va construire son projet en posant des problèmes, des questions. Enfin, ce n'est pas des problèmes, des questions qui peuvent être des problèmes, mais qui peuvent être aussi déjà des résolutions en soi. Et tu disais justement que chaque décision est une forme de renouvellement, de renoncement. Voilà, chaque décision est une forme de renoncement. Donc, quelque part, on va prendre des décisions dans les recherches qui sont celles des étudiants. Là, il va prendre des décisions. La décision, ça va être de répondre de telle ou telle manière. On va prendre un angle de... Voilà, on va faire un choix. On va faire un choix esthétique, on va faire un choix politique, on va faire un choix écologique, on va faire un choix finalement financier aussi. Financier, oui, parce qu'on va investir dans ses œuvres, on va se donner les moyens de partir dans tel ou tel cadre, on va trouver des partenaires pour pouvoir financer sa mobilité. Ça, c'est le cas des étudiants avec qui on essaye de monter les projets de mobilité actuellement. Et donc, on va essayer d'anticiper aussi tout ça pour qu'au moment où le projet sera supposé être soutenu, tous les faisceaux convergent pour que le projet soit vraiment mûr et compréhensible de tous, et que la transformation se soit vraiment opérée. Et donc, quelque part, on est en face par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, il y a cette construction progressive qui se produit. Mais ce qui paraît quand même assez mystérieux pour les artistes, justement, c'est de voir comment une telle progression, avec une assurance de soi, parce que, comme tu disais, tu étais né déjà dans un cadre qui était protecteur,
mais qu'il a fallu sortir de ce cadre pour pouvoir se mettre en danger et mettre en place donc, ton propre mode de fonctionnement, à travers aussi des moments de solitude et finalement des rencontres décisives. Donc il y a quelque chose qui s'est construit. Et donc j'aimerais savoir si le mot, puisqu'on parlait d'opportunités finalement, de rencontres, alors nous tout à l'heure on a travaillé sur la réalité décisive de l'instant, l'intuition de l'instant. Donc je vais vers le mot serendipity, parce que finalement serendipity, c'est un mot qui n'existe pas en France, mais qui est un mot qui est très usuel aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire cette espèce de rencontre qui n'est pas du hasard, mais qui est une forme de... Voilà, à un moment donné, quelque chose s'impose et il y a une convergence d'éléments. Est-ce que ce terme-là, qui certainement te parle, tu peux nous en parler? En France, on parle de cristallisation, c'est le mot qu'on utilise pour... Cristallisation, d'accord. Qu'est-ce que je peux dire sur la cristallisation? C'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est quand à un moment donné tout se met en place en fait. Mais honnêtement, je n'ai pas d'explication rationnelle à ça. Donc il y aurait de la métaphysique dans l'entreprise quand même aussi. Il y aurait de la métaphysique dans l'entreprise aussi. Non, pas de métaphysique, mais à un moment donné, on travaille pour quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'anticipation en entreprise. Quand on se prépare, il y a des moments où, quand ça arrive, c'est super, mais il faut être prêt. En fait, on gagne un gros client, on a un gros projet, si on n'est pas prêt, c'est combattant. Donc, en fait, en entreprise, c'est qu'il faut toujours anticiper et il faut toujours évaluer les projets qu'on a. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on est toujours en train de mesurer les impacts, de qu'est-ce qui va se passer, d'anticiper. Dans le cas d'entreprise, on a gagné un très gros marché. Mais ce marché, je sais qu'il peut être éphémère. Donc, il peut me tuer. Comment je m'organise? Il peut me tuer. C'est-à-dire, quand tu dis, c'est vrai, il peut me lessiver. Il peut me lessiver, c'est-à-dire, tant que je l'ai, c'est magnifique. Mais une fois que je ne l'ai plus, qu'est-ce que je fais? Nous sommes dans un pays où quand vous recrutez un salarié, c'est compliqué. Voilà, c'est un sous-fixe. Là, ça touche la question du risque. C'est la question du risque. Donc, en fait, comment vous gérez ce risque? Comment vous vous organisez pour, donc, dès le départ, quand vous dites oui au projet, vous mettez en place une organisation qui fait que s'il n'y a plus, donc on imagine le pire en général aussi, on est toujours très optimiste, mais toujours on est anticipé le pire et on s'étant préparé pour le pire. Sinon on meurt. C'est ça un peu le... Il y a cette intime nécessité aussi chez l'artiste. Hein? J'imagine, parce qu'il y a des moments où surtout un artiste qui s'exprime profondément et qui peut ne pas être compris dans l'instant, on en connaît beaucoup, qui ont été... Alors on espère quand on est artiste être compris de son vivant, ça c'est mieux. Donc, mais il faut quand même être préparé à vivre des moments difficiles. Il faut se préparer mentalement à ça. C'est pour ça que je dis, tout à l'heure on a parlé de projet, on a parlé de formuler ça. Il faut bien être conscient de la difficulté qu'on risque de rencontrer, de s'y préparer. Les exemples ne manquent pas. Donc il ne faut pas être bisounours. Si on est bisounours et qu'on se met la tête sur l'oreiller et qu'on ne veut rien voir, il est clair que les gîtes vont être énormes. Donc il faut tout anticiper et avoir réfléchi à dire, ok, comment je m'en sors? Oui. Alors, je pensais justement à la façon dont on peut construire son parcours par rapport à ce que tu dis là. Donc, vous le voyez bien, pour construire votre projet de master et puis ensuite éventuellement un projet de recherche universitaire ou pas, ou un projet de professionnalisation, ce qui est le cas pour les IMAIC, ce qui est le cas aussi peut-être pour art et création internationale. L'idée, c'est que ce projet s'affine de plus en plus au fil des mois, voire même que d'ici Noël ou d'ici le second semestre, vous ayez déjà très concrètement ce projet. Et même anticiper éventuellement les zones finalement qui seraient éventuellement à risque, parce que ces zones à risque pourront éventuellement devenir des forces. De toute façon, quand on formule un projet, nous, c'est comme ça que moi, je partage beaucoup. Quand on a un contour d'un projet, on n'est pas obligé de le finir complètement. Il faut en parler autour de vous. Parce que c'est ça qui l'enrichit aussi.
Il l'enrichit, il y a des gens qui vous alertent sur certaines choses et en fait, il va se compléter assez naturellement. Donc, il ne faut pas jouer le secret, il ne faut pas penser qu'on va vous voler vos idées et tout ça. Il faut être confiant, il faut parler à votre cercle, en tout cas, en qui vous avez confiance. C'est eux qui vont vous aider, en fait, à former votre projet et à vous alerter sur éventuellement ce qui manque ou les zones de risque. Alors voilà, toutes les personnes qui sont ici ont des projets. Donc ça, c'est quand même, c'est pas un scoop, hein, c'est vraiment une réalité. Ils et elles donc vont mettre en place ces projets dans les mois qui viennent. Et donc, ils vont peut-être avoir besoin que ça ne soit pas forcément des projets qui soient présentés dans des lieux, je dirais, confidentiels ou mal adaptés. La plupart du temps, c'est le cas pour les artistes. Hein, mais peut-être éventuellement voudront-ils avoir la possibilité de présenter leurs projets dans des lieux à haute visibilité, avec la possibilité aussi de vendre leurs œuvres, ou bien en tout cas de trouver des budgets qui vont leur permettre de développer ces recherches. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est utile de déployer. Alors moi, j'aimerais revenir sur le début de la présentation, parce que je trouvais ça intéressant d'avoir un parcours, je dirais, un peu progressif, qui finalement fasse appel également à ce que tu es dans les fondements, et puis après, ce qui nous amène à voir ce que tu es devenu. Et donc, la question que je pose, alors c'est une question philosophique d'ailleurs, faut-il comprendre son passé pour finalement construire son avenir ? Donc là, je reviens sur ce questionnement, parce que est-ce que la compréhension de la façon dont on se projette à un moment où on n'est pas en capacité de savoir ce qu'on va devenir, est-ce que c'est une condition de possibilité pour pouvoir réellement s'affirmer dans l'avenir et de construire concrètement son projet? Alors d'une part, finalement, on serait tenté de dire oui si on suit Hegel, hein, si on suit les théories d'Hegel, finalement, on se rend compte qu'il est nécessaire de comprendre son passé pour construire son avenir. C'est l'idée de joindre, voilà, et Nerval aussi avait pensé à ça en son temps. Hein. Il disait « Notre passé et notre avenir sont solidaires ». Il y a quelque chose qui finalement va faire qu'ils se co-construisent et donc on va arriver à un aboutissement et à un projet et à une solidité dans sa réalisation si les deux se rencontrent et se projettent. Après, il y a aussi ceux qui sont très proches des théories de Sartre, de l'existentialisme est un humanisme, qui vont dire non, on n'a pas besoin du passé, on s'affranchit du passé et finalement on va construire son avenir sans se soucier du passé. Je construis mon avenir parce que j'ai l'expérience de ce que je fais, je suis sûr et certain de mon projet et donc je vais moi seul décider de chacun des éléments qui vont constituer mon projet. Alors voilà, donc j'aimerais savoir comment toi tu te situes par rapport à ça, puisqu'on est passé par un continuum temporel qui nous a fait venir donc comprendre aussi quel était ton parcours. Est-ce que l'une ou l'autre des réponses serait moi, je vais dire en même temps. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très orientale, hein, donc, globalement, il n'y a pas de ces notions très passé, avenir. Enfin, on est ce qu'on est. En tout cas, déjà, il y a le présent, hein, qui est beaucoup plus important que le passé et l'avenir. On est le fruit, le résultat, bien entendu, de son passé, parce que on ne se souvient pas de tout, hein, mais dans le résultat de ce qu'on est. Et probablement que les compétences qu'on a ou les forces qu'on a développées ou les faiblesses aussi, hein, c'est ce qui conditionne aussi notre avenir. Mais je n'ai pas envie de croire à ça, c'est horrible, parce que si mon avenir est façonné par mon passé, ben, ça veut dire que tout est écrit, enfin, quelque part. Donc je n'ai même pas envie de penser que c'est comme ça. Donc je préférerais dire qu'on peut choisir notre avenir, que le passé nous dote de savoir, de compétences, de capacité à construire des projets, à faire des choix en tout cas, et qui nous font vivre un présent. Et c'est ce présent-là et les choix qu'on y fait qui vont probablement
façonner un petit peu notre avenir. Mais honnêtement, si on devait se pencher, comme je t'ai dit tout à l'heure, se pencher sur notre passé, essayer de tout comprendre, pour moi, c'est dépressif ça. Parce que d'abord, je ne me souviens pas de la moitié de mon passé. Enfin, j'ai beaucoup perdu la mémoire et je pense que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, essayer de comprendre ce dont on ne se souvient pas. Moi, par exemple, les gens me disent, pourquoi tu es venu en France Quelquefois, alors, il y a eu cette rencontre, est-ce qu'il y a eu que ça? J'en sais rien en fait. Donc en fait, il y a quand même plein de... Quand on pose certaines questions, et je ne sais pas quelquefois d'ailleurs si la mémoire que j'ai d'un passé, c'est une mémoire réelle ou racontée, ou surjouée. Donc ça devient compliqué d'aller comprendre son passé. Donc je dis, vivons le présent, prenons conscience de nos compétences, de nos forces, prenons conscience aussi de nos failles et de nos faiblesses, et puis ensuite, prenons les bonnes décisions. Toujours pareil, si on pose le projet, si honnêtement, on est honnête avec soi, et puis il faut toujours demander à ceux que nous aimons et qui nous aiment, parce qu'ils ont toujours un très très bon regard sur nous. Donc on peut penser qu'on est Zorro, mais demandez à maman, demandez à papa, quelquefois on n'est pas d'accord, ils peuvent nous embêter, ou en tout cas les gens en qui vous avez confiance, le regard de ceux qui nous aiment, il est toujours très juste. Ils nous veulent du bien en fait. Alors ça, c'est l'autre message aussi qui est important, c'est savoir s'entourer et savoir aussi s'appuyer sur son entourage. Donc ça, ça peut être aussi en effet un élément force par rapport à cette concrétisation. Si on suit la voie de la cristallisation, finalement, on pourrait pratiquement interroger l'avenir aussi. Donc quelque part, on anticipe l'avenir, donc on peut aussi puiser dans l'avenir, on peut penser l'avenir également, anticiper, réfléchir à ce que finalement le projet pourrait devenir au-delà même de sa réalisation supposée. C'est ce que fait un artiste tous les jours. C'est ce que fait un chef d'entreprise tous les jours quelque part. Bon, mon avenir à moi s'arrête à 2-3 ans. J'ai un business plan, c'est l'avenir. Ah voilà, alors c'est quoi un business plan? Tu peux rappeler ça parce que c'est important, mais il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas ce que c'est un business plan. Un business plan, ce sont la projection de l'entreprise en fait dans le futur. En général, on le fait à 3 ans et on va aller dire que dans 3 ans, je vais faire tant de chiffre d'affaires, j'aurai tant de clients et je ferai tant de résultats par exemple. Et derrière ce business plan qui est très argent, on va mettre des moyens, on va mettre des hommes et on va mettre des projets. Donc en fait, du coup, on travaille pour ce business plan, donc on anticipe un avenir. De même que quand un artiste crée une œuvre, elle est déjà dans sa tête. Donc quand quelquefois ils mettent jusqu'à 10 ans, enfin en tout cas d'ancien temps, je ne sais pas maintenant si c'est toujours le cas, mais quand on met un temps infini à faire son œuvre, une œuvre cinématographique qui peut durer 5 ans, 6 ans, 7 ans avant sa réalisation, c'est que c'est un temps infini. Donc ils ont déjà l'œuvre en tête, l'avenir. Et ils vont mettre... donc en fait, on peut réfléchir à ce que Christo et Jeanne-Claude ont fait. Ils étaient morts pour la réalisation de l'Arc de Triomphe. C'est pour ça que je dis, ce que tu dis, dernière. On le fait déjà en réalité. On anticipe toujours notre on n'anticipe pas notre avenir. Parce que là, ce sont leur fils, je crois, qui donc a fait perdurer donc l'aventure après. Tout à fait. Voilà. Ouais, écoute, je pense que voilà, c'est très important cette histoire de business plan. Alors c'est fou parce que ce sont des termes qu'on n'utilise pas forcément en art, mais je pense que c'est très important parce que finalement, il y a cette idée de rétro-planning aussi. On utilise le mot de rétro-planning dans la réalisation des expositions et le business plan fait réfléchir aussi à la façon dont on peut ne pas se retrouver devant un mur quand on est en face des obligations qui sont les nôtres pour créer une œuvre. Très difficile que j'ai dû faire, il fallait que je sache combien j'allais demander à mon père pour l'année. Bah, ça, c'est le business plan. C'est le premier business plan. Ça veut dire le budget. C'est ton premier business plan. En fait, le premier business plan de ma vie, c'était ça. Mais c'est pareil, une entreprise, l'argent rentre et il sort. C'est comme la poche. Donc c'est pareil. Donc, que ce soit pour nous ou pour une entreprise, on fait exactement la même démarche. Et c'est très important de bien le planifier pour ne pas avoir de surprise. Parce que c'est très mauvais les surprises, vraiment. J'en ai connu, mais... Alors, un dernier point, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, l'idée de la fondation. Alors ça, ce sont des idées qui se développent de plus en plus chez les artistes, notamment des artistes qui veulent que leurs œuvres puissent leur survivre. Et donc, des fonds de dotation, des fondations, voilà, toutes sortes de structures qui aujourd'hui sont même supportées par les grands musées,
ou par des sociétés. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on arrive à voir comment protéger aussi des œuvres, pour pas qu'elles ne soient vendues et disséminées dans des salles de vente. Comment des familles peuvent protéger par la suite des œuvres d'art. Tu as des connaissances par rapport à ça ? Minime. Moi, quand je parlais de fondations, je parlais des fondations d'entreprises, Oui. qui sont des moyens mis en place par le gouvernement pour défiscaliser l'achat d'art et vous aider, vous, créateurs, et vous, artistes. Donc, en fait, c'est du mécénat. Donc, le mécénat, c'est une niche fiscale, hein, comme on a l'habitude de l'appeler. Et donc, ce qui permet à des entreprises d'aider des artistes, c'est défiscalisé, donc ils y voient un intérêt. Mais l'intérêt pour l'artiste, c'est de pouvoir trouver un marché, c'est de pouvoir se faire exposer, parce qu'en général, ces fondations, elles ont un objet social. Et l'objet, c'est souvent de faire connaître l'art aux salariés, aux visiteurs, aux clients. Donc, c'est quand même très intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé des lieux pour exposer. Les entreprises peuvent être des lieux formidables pour exposer. Il y a plein d'entreprises, ils ont plein d'événements annuels. Ils sont ravis d'exposer vos œuvres, de proposer ça aux clients, à leurs visiteurs. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir un peu des sentiers battus. Les endroits beaux, ils ne sont pas que dans les musées. Il y a des entreprises où c'est magnifique, en fait, hein. Et ils sont très preneurs de ça, parce qu'en plus, ça fédère leurs collaborateurs. Donc, c'est des projets, quand ils sont approchés, ils disent rarement non. Tant que l'assurance ne coûte pas trop cher, parce que ça dépend il y a le problème assurantiel pour les histoires, pour la valeur des œuvres. Alors, pendant que peut-être tu peux profiter pour boire un peu, parce que à force de parler, on boit pas. Donc, alors, est-ce que quelqu'un est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité ? Ah, voilà. J'en profite puisque personne ne prend la parole. Déjà, je voulais vous remercier. Et non, je me demandais en vous écoutant, il y a une chose que vous n'avez pas mentionnée, mais que je trouve importante, c'est le fait que vous soyez une chef d'entreprise, mais que vous soyez une femme, et que vous veniez d'un pays du Maghreb. Donc, je pense que c'est une position qui devient un peu plus courante, mais qui est assez exceptionnelle. Donc, je voulais que vous nous en parliez un petit peu. Vous m'avez entendu au début, c'est pas la peine que je recommence parce que l'acoustique elle est bonne. Hein. Donc, est-ce que le fait d'être une femme issue du Maghreb, chef d'entreprise, ça pose problème ? En réalité, ça ne m'en a jamais posé à moi, mais autour de moi, les gens n'arrêtaient pas d'en parler. Non, mais c'est vrai. Donc, avant d'être chef d'entreprise, j'ai été dans des grosses boîtes qui étaient très masculines. Et donc, souvent, j'étais la seule femme parmi les seules femmes autour de la table. Et notamment quand je faisais du conseil. En général, les conseils d'administration et les patrons, c'était que des hommes. Mais ça ne m'a jamais été préjudiciable, ça n'a jamais été une gêne, je ne me suis jamais sentie peu crédible. Quelquefois, alors je ne pense pas que ce soit quelque chose, le regard des autres, mais c'est plutôt notre pression à nous, ou en tout cas comment je vais dire ça, notre manque de confiance innée que les hommes ont et qu'on n'a pas, ou en tout cas ils l'ont plus naturellement, qui va nous pousser, nous, femmes, souvent de ce que j'ai vu, à ne jamais prendre des risques, à toujours tout préparer, à essayer de toujours prouver leur valeur. Et donc ça, c'est un stress supplémentaire qu'on se met. Donc je n'ai pas... non, ça ne m'a pas gênée. Honnêtement, je ne pense pas que ça m'ait gênée. Mais alors, il ne faut pas oublier que j'étais un peu princesse aussi. J'ai été élevée comme... Enfin, princesse. Je dis princesse, mais il ne faut pas le croire que je suis princesse. Hein, mais ce que je veux juste dire, c'est que je n'ai pas été construite dans ce mode où les gens me veulent du mal, où les gens ont un regard négatif. Donc, je ne vois jamais le regard négatif. Donc, il y a quelquefois, on me dit, mais t'as vu, il a été raciste avec... Je dis, ah bon ? Mais non, il a parlé normalement. Et c'est vrai, c'est parce que je ne le vois pas. D'ailleurs, j'ai un de mes deux frères, celui qui est de Nouvelle-Calédonie, qui a fait un passage par la France. Mais lui, il n'arrêtait pas de me parler du racisme qu'il a subi. Ben, je dis, mais c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi toi, tu aurais subi du racisme, mais pas moi.
Et en fait, mais moi, je n'ai jamais vu ces actes de racisme, donc parce que je n'imaginais pas qu'on puisse être raciste vis-à-vis de moi. De même que je n'imagine pas qu'on puisse ne pas me prendre au sérieux. Donc il y a peut-être un peu d'aveuglement de ma part, mais ça aide. Merci. En effet, c'est une question importante parce que plus de la moitié des étudiants de cette université, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sont des étudiants étrangers. Et ça, c'est quand même très intéressant de voir la façon dont bien, les différents niveaux de relations à l'université peuvent se poser, ne serait-ce même que tout simplement pour la vie quotidienne, comment s'organiser, organiser ses études également, sans être tributaire finalement d'une perte d'énergie qui est celle de travailler dans des endroits qui vont finalement vous faire perdre votre énergie ou en tout cas vous atteindre votre force vitale qui fait que vous pouvez vous transcender. Alors, et donc juste pour ajouter, c'est que ce qui n'existait pas avant, hein, l'adaptation, quand je suis arrivée, moi je n'oublierai jamais une parole très sage de mon père quand j'ai pris l'avion. Donc juste avant de partir, il me dit, si tu veux t'intégrer, fais comme eux. Et ça, c'est quelque chose qui est clé, c'est-à-dire l'envie de vivre avec est importante en fait. Hein. Alors si on s'isole et qu'on n'a pas envie d'épouser, entre guillemets, bah, ça rend peut-être les choses difficiles. Donc moi, j'ai vraiment mis en œuvre ce que m'a conseillé mon père, qui a été de m'intégrer pour vivre l'expérience, je dirais, jusqu'au bout. D'ailleurs, après, à mon avis, il s'en est mordu les doigts parce que je suis jamais revenue, tellement je me suis intégrée ici. Et je pense que ce qui est très important, c'est le regard qu'on a sur soi. C'est-à-dire, de notre prisme, on voit le monde. Et on pense que le monde nous voit comme ça. Ça vous est tous arrivé, où déjà, toi, tu te lèves le matin, tu te trouves moche, et quelqu'un te dit « Mais non, t'es mignon ». Je veux dire, on voit bien que le regard qu'on voit nous dans notre miroir n'est pas du tout celui que les autres voient en nous. Donc déjà, ça, c'est une première expérience, mais ça se reflète dans un tas d'autres domaines. Une autre question ? Bonjour, enfin rebonjour. Vous avez parlé des entreprises qui peuvent aider du coup à la création ou soutenir ou faire comme une forme de mécénat. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus parce que du coup moi j'y connais rien et c'est pas très clair. Alors, j'ai parlé de deux choses. J'ai parlé des aides fiscales qu'a organisé le gouvernement pour permettre aux entreprises d'acheter des œuvres d'art. Donc il y en a plusieurs. Il y a une entreprise quand elle achète une œuvre d'art. Alors, je vais utiliser un mot barbare pour vous, mais ça s'appelle l'amortissement à la dépréciation. Elle leur permet d'enlever des impôts, parce qu'une entreprise, elle paye des impôts à la fin, comme nous tous, hein, enfin, quand on peut payer des impôts. Donc, les impôts qu'elle paye, elle lui permet d'enlever 1/5 du prix de l'œuvre tous les ans. Donc, en fait, au bout de 5 ans, c'est comme si elle a payé 0. C'est intéressant. L'œuvre lui est revenue à 0 au bout de 5 ans. Donc, et l'entreprise, non. C'est pas 5 ans de dépréciation ? C'est le 20% qui est une économie d'impôt, mais il y a les 3/4 qui coûtent. Donc en fait, tu déduis la valeur et après ça rentre dans l'IS ? Bon, il est pas comptable, hein, donc... L'entreprise a le droit d'amortir, un peu comme l'achat d'un bureau, par exemple. Et donc, une entreprise qui achète un bureau, elle va étaler sur 5 ans la prise en charge, je vais dire, dans la comptabilité de ce bureau. Une œuvre d'art, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle la prend en charge, mais la charge n'est déductible n'est un avantage que par l'économie d'impôt qu'elle procure. Et l'impôt étant à 25%, l'économie, c'est de 25%, et pas de la totalité. Donc, au bout de 5 ans, il reste 75% à la charge de l'entreprise. Bon, en tout cas, au bout de 5 ans, l'œuvre, elle est totalement amortie, donc elle a une valeur 0. Elle pourrait être revendue à la valeur qu'on souhaite. Comment ? En comptabilité, pas en réel. Donc, en tout cas, ça permet en tout cas pour des chefs d'entreprise d'acquérir des œuvres
à moindre frais, je dirais. Donc, il y a ça. J'ai appris tout récemment, mais vraiment, je ne le savais pas du tout, qu'on peut acheter des œuvres d'art en leasing. J'explique. Intéressant. C'est-à-dire que vous achetez le tableau, l'entreprise achète le... Alors ça, je parle surtout de la majorité des entreprises qui sont détenues par des personnes. Donc, je ne parle pas des grands groupes, hein. Donc, détenus par des personnes qui vont pouvoir profiter de l'œuvre. Hein. Donc, vous pouvez financer l'œuvre, avoir une société de leasing. C'est une société, en fait, elle vous donne le bien. C'est comme le leasing des voitures. Vous entendez 159 € par mois pour votre voiture. Tout le monde a entendu ces pubs. Ça s'appelle du leasing. Hein. C'est-à-dire, ils vous prêtent la voiture et à la fin, il y a 2 types d'issues possibles. Soit le bien vous appartient, parce que dans le contrat, ça a été formulé comme ça, ou alors, il ne vous appartient pas. Et globalement, si il ne vous appartient pas, ça revient à la personne qui vous l'a loué. Donc, l'entreprise, elle va financer l'achat de l'œuvre par une forme de leasing, mais il y aura 2 contrats qui vont être établis, un contrat pour l'entreprise qui va payer l'œuvre et un contrat pour le propriétaire de l'entreprise qui va l'acheter à une valeur résiduelle, mais qui va être 5, 10, 20% de prix de l'œuvre. Donc, et puis, il y a l'autre chose qui est intéressante, c'est les fondations d'entreprises qui peuvent déduire de leurs bénéfices, pas de l'impôt de leurs bénéfices, mais c'est déjà quand même sympathique, les achats des œuvres à hauteur de 5% de leur chiffre d'affaires. Donc, il y a beaucoup de grands groupes qui utilisent ça et qui font du mécénat. Il faut savoir que les entreprises, ça leur sert aussi comme base de communication. Donc, l'art est quelque chose qui est très valorisé par les clients. Et donc, communiquer sur l'art et communiquer sur ce qu'ils font pour aider les artistes, c'est quelque chose d'important. Bonsoir, merci beaucoup. Je voudrais juste rebondir sur une notion qui m'intéresse beaucoup. En fait, c'est cet écart entre valeur d'usage et valeur d'échange qui a été théorisé par Marx lui-même, mais avant, en fait, les œuvres d'art étaient considérées en termes de rareté. En fait, si on va voir Ricardo et les économistes anglais du 19e et fin 18e siècle, on voit plutôt l'art, l'objet d'art, l'œuvre d'art en termes de rareté. C'est comme de l'or, comme des objets précieux. Mais en fait, moi, je pense qu'à partir de cette théorie-là, cette contradiction entre ces 2 valeurs, on peut penser aussi à la nécessité d'art qui est juste une nécessité symbolique, pas une nécessité vitale, quoi. On ne la mange pas, l'œuvre d'art, on ne s'habille pas avec. Peut-être il y a des exceptions. Après Fluxus et tous les courants du seconde moitié du 20e siècle, là on intègre la vie dans l'art et vice-versa. On peut éventuellement porter un objet d'art ou le manger même, je ne sais pas, tout est possible. Mais je pense que ces possibilités-là sont en fait le résultat de la même nature de valeur. En fait, moi, je pense, c'est une hypothèse dans ma tête, que l'œuvre d'art n'est que valeur d'usage, valeur d'échange. Il n'y a pas de valeur d'usage dedans. Donc, ça nous permet de spéculer autant qu'on veut et aussi d'augmenter la valeur, diminuer, faire des bails comme ça. On est libre de faire quoi que ce soit avec. Et c'est vraiment, je pense que c'est à partir de l'art même qu'une nouvelle perception de l'économie s'ouvre à nous. Et je voudrais vraiment connaître votre réaction et vos réflexions par rapport à cette hypothèse que je me fais. Merci. Ok, en fait, par valeur d'usage, on entend seulement cette valeur qui nous permet d'assouvir nos besoins. Alors, valeur d'usage n'est jamais chiffrée, mais tandis que valeur d'échange, c'est le chiffre, c'est le prix qu'on voit sur les étiquettes, sur les sites. Voilà. De toute façon, l'art, il est devenu aussi, il a sa propre valeur, je dirais. Donc, je pense qu'il a à la fois valeur d'usage et valeur d'échange, il est les 2. Et quand on regarde, moi je ne connais pas très très bien honnêtement le marché de l'art et tout ça, je suis un peu, mais quelques articles que j'ai pu lire, quand je regarde notamment pour l'art moderne, notamment toute cette spéculation
qui vient des galeristes. On voit qu'il y a des artistes, ça monte, ça monte. Quand on regarde qui achète, c'est les galeries elles-mêmes qui achètent. Pourquoi? Parce que leurs clients ont acheté, il est hors de question que ça tombe, et ça atteint des trucs de dingo, et ça atteint des chiffres fous, parce qu'on a eu des gens de la City qui ont décidé d'investir dans l'art, parce que ça passe sous le radar côté héritage. Enfin, quand on regarde aussi le pourquoi, c'est qu'aussi en matière de transmission, l'art est quelque chose de facile, quelquefois, à transmettre. Quand on regarde les Chinois, quand on s'est arrivé sur le marché de l'art, pareil. Donc, c'est indissociable un peu. Alors, et puis, il y a l'art qu'on peut porter. Une voiture qu'on peut conduire, mais c'est de l'art. Enfin, il y a certaines voitures, c'est des objets d'art. Il y a des voitures qui sont des valeurs résiduelles. Et puis, il y a un usage qui, dans 20 ans, sera de l'art, parce que ça deviendrait quelque chose de rare. Je ne sais pas comment définir l'art, en fait. Parce que il y a peut-être l'art qui est créé par l'artiste et l'art qui est créé par l'entreprise. Oui, possible. Par le marché. Mais, oui, donc, voilà. c'est Mais il y peut-être a pas aussi le même art, quelque chose qui a été créé par, enfin, je sais pas, quand on regarde certains grands couturiers, leurs œuvres, qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? Alors qu'elles n'ont pas, elles ont créé quelque chose d'usage. C'était pas de l'art. Donc, alors que c'était très artisanal. Couturier, bref. Oui. Mais sûr. oui, il y a beaucoup de spéculation. Et on regarde aussi, d'ailleurs, le numérique a touché beaucoup l'art, parce qu'on parlait de transition. C'est assez intéressant de regarder ce qui est arrivé au marché des NFT, là, comment ça s'appelle? Voilà, les NFT. Je n'ai pas totalement tout compris, les NFT, mais tout ce que je sais, c'est que ça s'est totalement effondré. Ça représente bien ce que tu disais. Oui. Voilà, c'est pareil. Donc, mais ce n'est pas des sujets sur lesquels je suis très à l'aise. Question. Alors c'est peut-être une question plus pratique, plus concrète. On a parlé, parce qu'il y a 2 semaines, on a parlé de l'idée de métaverse du coup, et comme vous êtes beaucoup dans une démarche d'anticipation, surtout avec au niveau du numérique, de la transition numérique, je voulais savoir si cette question-là, donc qui est poussée de plus en plus apparemment par des infrastructures étrangères, voilà, des grosses entreprises, est-ce que les entreprises telles que la vôtre la prennent déjà en compte actuellement pour cette future transition qui, à mon avis, ne sera pas opérationnelle dans 5-10 ans, mais est-ce que c'est déjà quelque chose qui rentre en discussion par les entreprises aujourd'hui? Je vais reformuler parce que pareil, on entend tellement mal que ce que vous êtes en train de me dire, est-ce que on discute déjà de ce que va être l'entreprise dans 5-10 ans? Non, au niveau du... Comment? Exactement. Le métavers, du coup, voilà. Oui, on en parle. Voilà. C'est quoi l'idée des entreprises? Moi qui suis vieille, j'ai connu Second Life. Est-ce que quelqu'un se souvient de Second Life ici? Vous êtes trop jeune. C'était notre métavers de l'époque. On a déjà eu ça. Donc le métavers, alors déjà il y a quelque chose qui me fascine dans le métavers, c'est qu'on recrée la vie sur Terre dans le métavers. C'est débile, non? Donc j'ai toujours trouvé ça très bizarrement. Mais en tout cas, je me dis, alors effectivement on s'habille différemment, on se met des cheveux violets, mais on recrée exactement. Moi, le jour, j'ai fait un salon dans le métavers. Donc, j'étais là en train de me balader. J'ai créé mon avatar. Je me suis amusée parce que personne ne me connaissait. J'étais en violet, machin. On peut s'habiller comme on veut, ou se déguiser en homme et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce truc qui était dans le métavers? Il y avait des stands. C'est bête, hein? C'était même pas des secoupes volantes. C'était un stand exactement comme le stand que je vois quand je vais à Porte de Versailles. C'est quand même pas glamour. Donc, voilà. Donc, ça m'amuse toujours un peu. Moi, je vous ai parlé de rencontres humaines. Hein. Donc, moi, tout ça, je dis quand même que la réalité, quelque part, elle est mieux dans le dur et avec les humains. Nous, on utilise beaucoup de technologies pour ce que je pense, moi, va être utile à mes clients. Parce que quand mes clients, ils peuvent vouloir un tas de choses, mais moi, après, j'aime être spécialiste de mon métier. Je sais ce qui peut être utile et efficace. Donc, nous, on investit énormément dans l'IA. On investit énormément dans un peu de réalité virtuelle, mais surtout dans tout ce qui est, comment on appelle ça, les avatars et tout ça. Comment ça s'appelle? Ça a un nom, mais non, mais il y a un nom plus joli que ça. Et en fait, l'IA, pourquoi? Parce que ça va nous permettre vraiment d'avoir des individualisations très très fines. Donc en fonction de ce que dit la personne, elle pourra aller taper dans l'historique pour voir exactement ce dont la personne a besoin. Pendant l'apprentissage, l'IA, elle va vraiment permettre le juste ce qu'il faut. C'est-à-dire ce que tu sais, ce n'est pas la peine qu'on le réapprenne.
Donc, on va juste clôturer les gaps, peut-être réviser rapidement, mais identifier très rapidement ce qui est issu pour avancer très vite. L'IA permettra d'évaluer quelquefois en situation et non pas des QCM qui ne servent à rien parce qu'on n'a pas identifié la compétence. Parce que souvent aujourd'hui, on est basé sur du savoir, on va valider du savoir, mais on ne valide pas de la compétence parce qu'elle doit être observée. Donc, voilà les sujets sur lesquels on travaille, nous. Le métaverse, je crois que je ne suis pas assez techno. Je regarde ça, mais je n'ai pas encore vu ce que je dois y faire. Alors, il y a des gens qui achètent déjà des terrains au champ, machin, ils ont déjà acheté des terrains. Mais honnêtement, tout ça pour nous, c'est du déjà vu. Hein. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens de Second Life. Il y a eu un métavers, il y a eu des gens qui ont acheté des avenues. Il y avait je crois que la personne qui s'est le plus enrichie, c'était une Chinoise qui avait acheté plein de terres. Ah, bien sûr, elle a acheté plein de terres à Walou, et donc les gens après, quand ils venaient, elle leur vendait la terre plus chère. À un moment donné, ils ont commencé à vendre, comme dans les jeux. On vous vend plutôt des sabres. Quand on fait des jeux, moi je vois mes garçons, ils dépensent de l'argent pour acheter le sabre magique ou je ne sais pas quoi. On vous offrait des bijoux, on pouvait acheter des accessoires. Mais j'y crois pas trop pour y investir. Ok, merci beaucoup. Mais j'ai peut-être tort. Hein. Alors je crois que nous allons clore cette conférence et merci beaucoup Sana Ronda.